Mozambique reçoit le soutien de ses pairs dans la lutte contre le terrorisme. C'est au thème d'un sommet par vidéoconférence entre les chefs d'État de la communauté de développement des pays d'Afrique australe. Au Niger, les populations sont en colère après la décision de la France de les classer comme pays en zone rouge. La décision du Paris intervient une semaine après l'attaque contre des humanitaires dans laquelle 6 Français ont été tués. Le Ghana s'apprête à rouvrir ses frontières le 1er septembre prochain. Elles étaient fermées pour limiter la propagation du coronavirus. Le président Nana Addo Akufo a fait l'annonce ce dimanche. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le Ghana s'apprête à rouvrir ses frontières le 1er septembre prochain. Elles étaient fermées pour limiter la propagation du nouveau coronavirus. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a fait l'annonce ce dimanche dans un discours télévisé. Il espère que le pays sera prêt avant cette date. Les précisions. C'est depuis le mois de mars que le Ghana a fermé ses frontières terrestres ainsi que les aéroports, les écoles et interdit les rassemblements publics pour contenir la propagation du virus. Dans un discours télévisé, le président Nana Akufo-Addo a affirmé que des instructions ont été données afin que les frontières soient ouvertes. Je sais que beaucoup demandent quand nos frontières et en particulier notre aéroport international, l'aéroport international de Kotoka, seront ouverts, a déclaré le chef de l'État ghanéen. Conformément à mes instructions, le ministère de l'Aviation et la compagnie des aéroports du Ghana travaillent avec le ministère de la Santé et ses agences pour s'assurer que nous soyons prêts à rouvrir notre aéroport d'ici le 1er septembre, a-t-il ajouté. Je m'assurerai toutefois que nous soyons en mesure de tester chaque passager qui arrive dans le pays pour éviter la propagation du virus. Le Ghana, l'un des pays d'Afrique de l'Ouest ayant réalisé le plus de tests, a recensé 42 653 cas de coronavirus, dont 239 morts pour quelques 30 millions d'habitants. En République démocratique du Congo, les services religieux suspendus depuis près de 5 mois ont repris ce dimanche. Les responsables religieux soulagés font en sorte que les mesures barrières soient respectées afin de limiter la propagation du coronavirus. Bon, c'est un soulagement d'abord parce que je ne venais plus. Donc j'avais plus le droit de venir, donc on restait seulement à la maison. Mais aujourd'hui, je suis fier. Non, avant le corona, c'était à 7. Mais maintenant, ça sert à 4. Juste 4 personnes. Et on ne se sert plus les mêmes. C'est dans ce sens aussi, nous avons constaté pendant le confinement, nous n'étions pas autorisés de dire des messes, de faire les activités. Maintenant, nous sommes très libérés à faire nos activités en bonne et due forme. Et le dimanche, au lieu de 4 messes, nous allons célébrer 6 messes. Et là, ça va nous permettre d'avoir les espaces, aussi 3 par banc. Quand vous allez constater l'église, les fidèles sont 3 par banc pour éviter cette contamination. Au Zimbabwe, le gouvernement a accusé un évêque catholique de pousser au génocide et ce, après ses virulentes critiques contre la répression menée par le pouvoir du président Emmerson Mnangagwa contre ses opposants. Dans une lettre au ton inhabituel, la conférence des évêques catholiques du Zimbabwe a critiqué ce vendredi la répression sans précédent menée récemment par le pouvoir contre les opposants. Elle s'est également inquiétée de la crise économique et sociale qui ébranle le pays depuis plus de 20 ans. La lettre pastorale dénonçait la situation actuelle des droits de l'homme au Zimbabwe et notait que l'appel à des manifestations est l'expression d'une frustration et d'une aggravation croissante causée par les conditions dans lesquelles la majorité des Zimbabwéens se trouvent. En tant que confédération des juristes catholiques, nous exigeons du gouvernement ce qui suit. Premièrement, des excuses et une rétractation de la réponse acerbe donnée à la lettre pastorale. Deuxièmement, l'assurance qu'aucun préjudice ne sera causé aux évêques à cause de la lettre pastorale. Nous demandons le respect des droits de l'homme. Et cinquièmement, nous demandons le respect de l'état de droit. Et enfin, que le gouvernement tienne compte de l'appel lancé par les évêques en faveur d'un appel urgent à la paix et à la construction de la nation. La ministre de l'Information a estimé que cette lettre avait été rédigée sous la direction de l'esprit maléfique de l'archevêque Robert Ndovu,
président de la conférence des évêques catholiques du Zimbabwe. Elle l'a accusé de vouloir attiser la psychose de la victimisation sociale par Mylène Debele, minorité ethnique du Zimbabwe à laquelle appartient l'archevêque Ndlovu. Ceci en cherchant à en rendre coupables collectivement les membres de la majorité Shona à laquelle appartient notamment le président Emerson Mnangagwa. Ces remarques ont été vivement condamnées par la coalition formée autour du Mouvement pour le changement démocratique, MDC, principal parti d'opposition qui a condamné ce discours de haine incendiaire et demandé au gouvernement de s'excuser pour ces remarques inacceptables. Au Niger, les populations sont en colère après la décision de la France de classer le pays en zone rouge. La décision de Paris intervient une semaine après l'attaque contre des humanitaires, une attaque dans laquelle 6 Français ont été tués. On écoute ces citoyens nigériens. Je suis furieux contre la France et vraiment si la France va jusqu'à classer le Niger en zone rouge, moi je crois que c'est très simple. La France n'a qu'à fermer son ambassade et quitter le Niger parce qu'elle dit que c'est invivable. Alors qu'est-ce qu'ils font ici? Ils n'ont qu'à fermer l'ambassade et fermer la base militaire et retourner chez eux. Donc parce que leur présence, ça ne sert à rien. Tout Nigérien soucieux de la dignité de ce pays s'est senti aujourd'hui humilié dans sa chair. Le Niger en rouge. Mais ils n'ont qu'à partir, bon sang. Ils n'ont qu'à partir. Dans tous les cas, ils vivent à nos crochets. Hein. Il faut se dire la vérité. Ils vivent à nos crochets. Le gouvernement nigérien, je l'exhorte à protester contre ce classement et pour dire que non, on n'est pas du tout d'accord avec ce qui est ça. C'est totalement arbitraire. À la limite, c'est du mépris à l'endroit du peuple nigérien et que la France doit traiter dans le cadre des relations diplomatiques le Niger comme un État souverain. C'est aussi la faute des Nigériens parce que la sécurité des personnes n'est pas suffisamment assurée dans le pays, parce qu'il y a trop de bandits de tout genre. Donc, il faut renforcer et mieux organiser ce système sécuritaire. Le Mozambique reçoit le soutien de ses pairs dans la lutte contre le terrorisme. La communauté de développement des pays de l'Afrique australe a salué les efforts du pays dans la lutte contre les djihadistes. Les détails à travers cet élément. Réunis en vidéoconférence pour cause de pandémie de coronavirus, les chefs d'État des pays de l'Afrique australe, la SADC, ont salué le pays pour les efforts continus qu'il déploie pour lutter contre le terrorisme et les attentats violents. Pour la 3e fois cette année, des islamistes radicaux affiliés au groupe État islamique ont attaqué la semaine dernière la petite ville de Mocimboa da Praia dans la province du Cabo Delgado et se sont emparés de son port, indispensable à l'immense projet d'exploitation gazière de la région. Ce groupe multiplie depuis près de 3 ans dans cette région les attaques meurtrières qui ont fait plus de 1500 morts. Malgré des renforts militaires et plus récemment le recours à des mercenaires étrangers, le gouvernement du président Filipe Nyusi n'est pas parvenu à ramener l'ordre. Ses voisins ont exprimé ce lundi la solidarité de leur communauté et l'engagement de cette dernière à soutenir le Mozambique dans son combat contre le terrorisme et les attentats violents. Malgré les risques d'extension du conflit à d'autres pays de la région, ils se sont pour l'heure refusés à y intervenir militairement, comme ils l'avaient pourtant fait en 2017 dans le Lesotho. Filipe Nyusi a pris ce lundi la présidence tournante de la SADC. En Égypte, 5 personnes ont été blessées dans l'effondrement d'un immeuble classé du début du XXe siècle. L'immeuble est situé sur l'une des principales artères du centre-ville du Caire. Le gouvernorat du Caire a indiqué sur Facebook qu'une enquête a été ouverte pour évaluer aussi bien les causes de cet effondrement soudain et son impact sur les bâtiments voisins. L'effondrement d'un immeuble classé du début du XXe siècle situé dans le centre du Caire a fait 5 blessés samedi. Aucun décès n'était à déplorer dans l'immédiat. Plusieurs responsables se sont rendus sur place et ont suivi les opérations de sauvetage de 14 personnes, dont 5 ont été transportées à l'hôpital à cause de leurs blessures. Une enquête a été ouverte pour évaluer l'impact de cet effondrement sur les bâtiments voisins, a indiqué le gouvernorat du Caire sur Facebook.
Il a également précisé que l'immeuble abritait des commerces et que seulement 2 appartements étaient habités. Situé sur l'une des principales artères du centre-ville du Caire, près de la célèbre place Tahrir, l'édifice de 14 étages a été construit en 1900, a précisé sur Facebook Soker Zaki Hawaz, urbaniste et membre de l'Organisation nationale pour l'harmonie urbaine, chargé de la mise en valeur du patrimoine urbain. Le centre-ville du Caire, où de nombreuses constructions datent du 19e siècle ou du début du 20e siècle, a longtemps hébergé la bourgeoisie cairote et d'importantes institutions publiques. Mais bien qu'ils soient inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces immeubles sont pour la plupart délabrés ou à l'abandon. Les djihadistes Chebab somaliens ont lancé dimanche une attaque d'envergure sur un hôtel réputé de Mogadiscio, fréquenté par des responsables gouvernementaux. Selon un bilan officiel, 16 personnes ont été tuées, dont un policier et également des civils. L'attaque a débuté par l'explosion d'une voiture piégée près de l'hôtel Elite sur la plage du Lido, fréquenté par les dirigeants somaliens. Puis des hommes armés ont investi l'établissement où des coups de feu ont été entendus. Il a fallu 4 heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de l'hôtel Elite, a indiqué Ismaël Mokhtar Omar, un porte-parole du ministère de l'Information. Mais il n'a pas fourni de détails sur l'opération ayant mis fin à ce qui avait été décrit plutôt comme une prise d'otage. Dans la foulée, les quelques 250 personnes présentes dans l'hôtel ont été évacuées. Des civils, mais aussi des responsables politiques et des membres du Parlement. Parmi les morts figure au moins un haut fonctionnaire du ministère de l'Information, Abdirazak Abdi. Mais le bilan des morts pouvait encore augmenter car l'explosion de la voiture piégée qui a précédé l'attaque de l'établissement par des hommes armés a été massive. Les Chebab ont revendiqué l'attaque dans un communiqué traduit par SIT, groupe américain de surveillance des sites islamistes, affirmant que leur martyr avait pris le contrôle de l'hôtel et qu'il avait infligé de lourdes pertes aux personnes qui y étaient présentes. La Somalie a plongé dans le chaos après la chute du régime militaire du président Siad Barre en 1991, suivie d'une guerre de chefs de clan et de la montée en puissance des Chebab. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Sika. À très bientôt.